413 is in. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Thank you. 20 juillet 1969. L'humanité retient son souffle. 2 hommes, partis pour un long voyage de 73 heures, viennent de se poser sur la Lune. L'ensemble du monde occidental exulte, après une course qui aura duré 8 ans, impliqué plus de 400 000 personnes et nécessité l'équivalent de 150 milliards de dollars actuels, c'est bon. Neil Armstrong vient de laisser son empreinte sur un sol poussiéreux et dans la tête du monde entier. Mais la mission est loin d'être finie. Nos 2 astronautes qui vont rester sur le satellite pendant pas moins de 21 heures vont s'acharner à documenter leur voyage. En récoltant la poussière et les rochers au sol, en analysant la visibilité, en testant les mécanismes de la NASA, mais surtout en capturant, à l'aide des appareils fixés à leur combinaison, les détails du voyage le plus audacieux de l'humanité. Ils ne le savent pas encore, mais les astronautes sont sur le point de ramener sur Terre les images les plus marquantes du XXe siècle, probablement les plus controversées aussi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va essayer de décrypter comment on photographie sur la Lune. Nous sommes le 3 octobre 1962, 6 ans avant le lancement d'Apollo 11. Sur le pas de tir du Cap Canaveral, un certain Walter Schirra est en route pour sa capsule, accrochée à sa fusée 25 mètres plus haut. Dans ses affaires, il a un appareil d'une marque dont on va reparler et qui est également le sponsor de cet épisode, Hasselblad. Pour la première fois dans une mission américaine, un appareil de la marque suédoise est utilisé pour capturer la Terre depuis très très haut. Et le mieux, c'est que Schirra revient avec des images d'excellente qualité, vu les bidouillages réalisés avant le vol pour faire en sorte que l'appareil puisse sortir de l'atmosphère sans risque. Pour les dirigeants de la NASA qui s'acharnent déjà sur le projet Apollo, c'est décidé. Les appareils qui iront sur la Lune seront des Hasselblad. Bon, ça c'est la version supra-simplifiée. En fait, la NASA n'en est pas à son coup d'essai. Avant le petit coup de génie de Schirra, un autre astronaute avait essayé de capturer des images depuis l'espace. Et c'est pas n'importe qui, on parle de Alan Shepard, le premier américain à être allé dans l'espace. Le truc c'est que, avec la précipitation dans laquelle se préparent ces missions, l'appareil photo pour garder des jolis souvenirs passe un peu au second plan. Et quand notre aventurier revient de sa mission et qu'on fait développer les images, disons qu'elles sont un peu décevantes. Alors, pour le grand moment que doit être l'alunissage, les experts vont s'acharner à comprendre les contraintes qui se posent devant eux, et ils vont livrer cette conclusion aux ingénieurs. En fait, la capture d'images dans l'espace se heurte à plusieurs obstacles. Déjà, l'atmosphère est inexistante, ce qui veut dire que la lumière ne se diffuse pas et ça pose un énorme problème aux pellicules de l'époque. Les images sont contrastées à l'extrême, ce qui est éclairé est cramé et ce qui est dans le noir est genre noir absolu. Niveau température, il faut aussi quelque chose capable de supporter des conditions, disons, extrêmes. La température passe de -65 à 120 degrés, pas sûr que le jetable Kodak fasse le poids. Et pour finir, les grains de poussière sur la Lune sont particulièrement fins, tranchants et invasifs. Ils se glissent partout, rayent les objectifs, bloquent les mécanismes. C'est pas pratique. Avec tous ces obstacles, pas le choix. À la NASA comme chez Hasselblad, on cherche des solutions pour faire en sorte que ce moment soit inoubliable. L'équipe en charge d'Apollo 11 choisit le modèle 500EL, ma foi fort joli mais qui va avoir besoin de quelques modifications. On commence par enlever quelque chose qui aurait pu s'avérer pratique, le viseur qui rajoutait trop de mécanismes dans lesquels aurait pu se rajouter des poussières. Avec ça, il va falloir supprimer tous les éléments en cuir, remplacés par du métal. On change également la gâchette. Les astronautes seront munis de gants extrêmement peu maniables, alors on rend le bouton énorme pour être sûr de déclencher. Côté pellicule, on a modifié le dos de l'appareil pour qu'il puisse accueillir un filtre 70 mm, permettant d'obtenir une bien meilleure qualité, mais surtout de pouvoir prendre plus de 200 photos sans jamais avoir besoin de recharger. Ajoutez à ça un objectif Zeiss Biogon 60 mm ultra précis et sans distorsion, et bravo, vous avez un appareil prêt à partir pour l'espace. Maintenant, il reste une seule question, on les prend comment ces photos ? Avec des appareils dénués de viseur, l'équipe d'Apollo a fait au plus simple.
Les appareils sont fixés aux combinaisons des astronautes, ce qui ne sert certes pas à avoir des cadrages de folie, mais bon, ce serait dommage de les perdre. Aldrin et Armstrong ont eu droit à des cours particuliers juste avant le décollage, afin de comprendre comment faire leur exposition et leur mise au point, ce qui leur permet de comprendre à peu près comment s'y prendre. En 21 heures passées sur place, les deux hommes vont prendre 1400 clichés, détaillant l'ensemble de leurs opérations. Ils ramèneront toutes ces images sur Terre, mais sans les caméras laissées sur place pour alléger la capsule. D'ailleurs, les caméras abandonnées sur le sol lunaire serviront aux missions qui suivront, leur permettant d'économiser de la place sur le trajet. Une fois nos deux héros rentrés sur Terre, les pellicules sont instantanément développées et publiées. Leur qualité est assez folle au vu des conditions, ce qui alimente les prémices des théories du complot sur l'événement. Encore aujourd'hui, ces images font le tour du monde, sont rentrées dans toutes les têtes et, plus important encore, elles continuent de faire rêver. Hasselblad a perpétué sa collaboration avec les programmes spatiaux. En plus d'une édition spéciale sortie en 2019 pour les 50 ans de l'exploit, la marque continue à accompagner les astronautes dans leur mission, améliorant leur système pour les rendre toujours plus petits, légers et performants. Et ils ne le font pas uniquement pour leurs appareils spatiaux. On a eu la chance de pouvoir tester le beau bijou qu'est le X2D 100C sorti en septembre 2022. Si Hasselblad s'est longtemps démarqué pour ses appareils réflexes, cet hybride moyen format est une excellente surprise. On a le droit à un capteur de 100 millions de pixels stabilisé, un assemblage fait à la main dans les usines de la marque en Suède, pour une finition super premium qui se ressent vraiment quand on l'a en main. La qualité des images est assez dingue et le stockage interne de 1 Tera fait vraiment du bien vu la taille des fichiers. Bref, encore une fois, on est sur un appareil qui prône avant tout l'excellence, même s'il n'est pas conçu pour aller en orbite. On a pu le tester avec Jean Sinel dans une vidéo déjà sortie sur la chaîne et c'était trop agréable de pouvoir photographier avec un bijou de cette qualité. Je vous laisse checker la vidéo si ça vous intéresse, on remercie encore Hasselblad pour l'accompagnement sur ce projet. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit concept, n'hésitez pas s'il y a d'autres événements marquants dont vous aimeriez qu'on parle autour de la photo.